Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. On ne pouvait s'y attendre, mais c'est arrivé. Le match qui a opposé l'SV Club au tout-puissant Mazembe dimanche au stade Tata Raphaël de Kinshasa, match comptant pour la 6e et dernière journée du play-off de la Division 1, a été clôturé par des incidents graves. On compte ce lundi 15 morts et 21 blessés. Kadi Koulab nous retrace les faits. Voici comment les supporters de l'SV Club de Kinshasa ont quitté le stade Tata Raphaël à 3 minutes de la fin du temps additionnel de la rencontre qui opposait leur équipe à celle de Mazembe pour le compte de la dernière journée du play-off de la Ligue nationale de football. Après l'évacuation des joueurs, supporters et autres personnes bloquées au stade par la police nationale congolaise, le constat est affreux. Ce sont des corps sans vie et des blessés qui sont retrouvés et acheminés dans différents hôpitaux de la capitale. Mais qu'est-ce qui est à la base de cela? Aucune information officielle à la presse. Il est 19 h, c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, et celui de la Santé publique, Félix Kabange, qui font la ronde des hôpitaux pour s'acquérir de la situation. Quelques minutes après, le bilan provisoire est connu. Le bilan, à l'heure actuelle, se présente de la manière suivante. À l'hôpital ex-Mamaem, 14 morts et 11 blessés. À l'hôpital Saint-Joseph de Limité, 1 mort et 7 blessés. À l'hôpital dit cinquantenaire, 3 blessés. Concernant les blessés d'une manière générale, on nous dit qu'ils sont hors danger. Donc le bilan final, à l'heure actuelle, parce qu'il y a des blessés, il faut quand même le souligner, nous avons au total 15 morts et 21 blessés. Mais la vie de ces blessés n'est pas en danger, ont-ils assuré. Pour rappel, les Corbeaux de Lubumbashi menaient au score par 1-0, but signé Awako. Un succès qui a révolté les supporters de l'SV Club qui ont commencé à lancer des projectiles sur l'aire de jeu, poussant ainsi l'arbitre à interrompre la rencontre à 2 reprises. Face à la tension qui grondait dans les tribunes, la police est intervenue en lançant des gaz lacrymogènes dans les pourtours de V-Club. Une débandade s'en est suivie dans les gradins. Les supporters cherchaient tous une issue pour sortir du stade. Dans cette confusion, un mur du stade s'est écroulé du côté de l'ex-avenue du 20 mai. Une porte a également été cassée. Une commission d'enquête a été mise sur pied pour dégager les responsabilités dans l'organisation de ce match entre V-Club et Mazembe, a annoncé André Kimbuta, qui a promis des sanctions à l'égard des coupables. Alors, après ces incidents graves qui ont emporté des vies humaines, il faut établir les responsabilités. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a donc présidé une réunion de crise ce lundi. Les responsables de la police, les services de sécurité et le responsable de la Fédération congolaise de football étaient présents. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête. Ici, il était question de faire le point de ces événements malheureux et déterminer les responsabilités, notamment celles de la police. Selon ce que nous avons pu apprendre, bien sûr, les responsabilités sont partagées. On a constaté d'abord que la police s'est très bien acquittée de sa tâche, parce que parmi toutes les personnes décédées, aucune ne l'a été par balle. Parmi toutes les personnes blessées, aucune ne l'a été par balle. Des propos qui poussent à comprendre que la faute est certainement du côté des supporters et non des éléments de la police, bien qu'accusés par certains d'avoir créé le trouble en tirant au lacrymogène dans les gradins pendant qu'il n'y avait rien. Les désordres ont commencé après les jets de pierre sur les joueurs d'une des 2 équipes engagées, après les jets de pierre sur les éléments de la Croix-Rouge qui voulaient secourir ce joueur, et après les jets de pierre sur les arbitres qui étaient en train d'opérer. Donc il est faux d'affirmer que les violences ont commencé avec les jets de grenades lacrymogènes qui ne sont intervenus que pour protéger ces personnes menacées par les éléments qui se prennent pour des miliciens alors qu'ils ne sont là-bas que pour encourager leurs équipes. Faut donc à expliquer le porte-parole du gouvernement qui a déploré le fait que certains groupes de supporters s'y sont transformés en milices dans les stades. Nous allons examiner maintenant
la responsabilité réelle des clubs sportifs engagés, la responsabilité des groupes de supporters qui ne doivent pas se transformer en groupes de milices, parce qu'il a été constaté souvent que parmi les supporters des grandes équipes dans notre pays, certains se comportent comme des véritables milices. Ainsi, le gouvernement a ouvert une enquête décidée à cette réunion de crise présidée par le ministre de l'Intérieur en vue de déterminer les responsabilités. Réunion à laquelle a pris part et les responsables des services de sécurité et ceux du football en présence du ministre des Sports. Pour ce qui est de la suite, aucune décision n'a été prise en ce qui concerne le déroulement des rencontres de foot dans ce stade de 45 000 places assises. Rappelons que la veille, dans la soirée de dimanche, après la rencontre, Richard Mouyège, accompagné du gouverneur de la ville, avait fait la ronde des hôpitaux, 3 en tout, pour s'enquérir de la situation. À l'Assemblée nationale, la réplique de 2 ministres du gouvernement interpellés par les députés Olombo et Dédé Makwa a eu lieu ce lundi. Le ministre Mouyège et Banza Moukalay ont éclairé pour leur part les députés sur la problématique d'octroi des cartes de résidents aux étrangers et sur le retard connu pour les préparatifs de la quête de moins de 23 ans en 2015. Par ailleurs, le rapport de la commission d'information sur la situation des expulsés de Brazzaville a été jugé recevable. La plénière de ce lundi a débuté par 1 minute de silence en mémoire des victimes des incidents survenus ce dimanche au stade Tata Raphaël. 48 heures après, les ministres interpellés le vendredi dernier se sont présentés ce lundi pour des réponses aux questions posées par les honorables députés. Répondant à la question orale avec débat initié par le député Basile Olombo, le ministre de l'Intérieur s'est expliqué en démontrant les aspects juridiques liés à la responsabilité de la province d'organiser l'octroi des cartes de résidence aux étrangers. Carte de résidence. Si il y a quelque temps le gouvernement central avait repris cette prérogative parce qu'il y avait des abus, on doit faire confiance au peuple congolais. Je suppose que dans l'entretemps, les gens ont eu l'occasion de mûrir. Le ministre Banza l'a dit, à un moment il faut que nous nous fassions confiance. Autrement nous allons tout bloquer sous prétexte qu'on est continuellement et constamment négatif. À son tour, le ministre des Sports et Loisirs, Banza Moukalay, a donné des réponses sur le retard connu dans la préparation de la CAN de moins de 23 ans en 2015 par la République démocratique du Congo et sur la nomination des sélectionnaires des équipes nationales. L'honorable Dédé Makwa a clôturé son interpellation par des recommandations. Les préparatifs continuent. Nous avons foi que nous allons organiser cette CAN. Il y a les problèmes d'infrastructure. On a donné les délais pour le début des travaux et pour la fin des travaux. Et pour le reste, ça se poursuit. La commission d'enquête parlementaire initiée par l'Assemblée nationale sur la situation des expulsés du Congo-Brazzaville a présenté son rapport en plénière ce lundi. Les conclusions des élus du peuple sont claires. La convocation de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Congo-Brazzaville pour consultation. Interruption des échanges commerciaux entre Kinshasa et Brazzaville. Je pense que nous sommes dans un cas de conflit, de crise entre États qu'il faille envisager le rappel, tout au moins, de notre ambassadeur pour consultation et de certaines mesures de restriction des échanges économiques. Interdire, par exemple, que les biens de consommation de première nécessité ne quittent plus Kinshasa, la République démocratique du Congo, pour aller à Brazzaville, en attendant que, par voie diplomatique, les deux États se concertent et s'expliquent au plus haut niveau et au niveau diplomatique. Processus électoral, les chefs des confessions religieuses de Kinshasa viennent de mettre en place une commission d'intégrité et de médiation électorale. C'était dimanche à l'issue de l'atelier de formation de 4 jours organisé par la Commission électorale nationale indépendante. À leur intention, suivez. Composée de 16 membres, la commission d'intégrité et de médiation électorale devra accompagner l'intégrité du processus électoral par la prévention, la gestion et la médiation des conflits liés aux élections tout au long du cycle électoral. Elle aura également la lourde tâche de concilier les vues des uns et des autres sur différentes questions du processus électoral en RDC. Elle se chargera également d'organiser des sessions de sensibilisation, conscientisation et formation de la population afin de l'outiller pour jouer activement son rôle dans le processus électoral responsable. Les chefs des confessions religieuses à l'école de la médiation électorale pendant 4 jours
ont bénéficié de la collaboration de l'École des formations électorales en Afrique centrale et du Centre européen d'appui aux processus électoraux. Nous devons garantir l'intégrité de tous les processus électoraux en amont, pendant et même en aval pour éviter que des élections mal préparées débouchent à des conflits et dégénèrent, a déclaré les coordonnateurs élus de cette commission, Delphin Elébé Kapalaï. Apollinaire Moulongo Malumalu, le président de la CENI, a salué cette initiative et dit attendre de cette commission l'accompagnement au processus électoral à tous les niveaux. On va parler maintenant de l'exploitation du pétrole en République démocratique du Congo. Eh bien, les États-Unis restent convaincus que le secteur pétrolier peut booster l'économie de plusieurs pays africains, notamment la RDC. Et c'est l'ambassadeur américain James Swan qui l'a confié au patron des hydrocarbures, Crispin Atama. Nous reconnaissons que les hydrocarbures représentent un secteur très important pour le développement du pays. Déjà, les hydrocarbures contribuent beaucoup aux recettes du pays et un développement de ce secteur peut aussi aider au développement de l'économie, voire du pays entier. C'est une illustration de comment la RDC peut mettre à profit ses ressources pétrolières. C'est le message essentiel de cet entretien entre l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC et le ministre congolais des hydrocarbures. Pour l'heure, des explorations se multiplient sur différents blocs pétroliers du pays, mais que la protection de l'environnement soit de mise, souhaite l'ambassadeur James Swan. C'était de parler avec le ministre quant à comment, évidemment, poursuivre le développement de ce secteur à l'avenir. Évidemment, si on peut envisager un tel développement qui respecte et protège bien sûr l'environnement, qui assure que les recettes contribuent aussi au développement du pays et au bien-être de la population. Les États-Unis d'Amérique travaillent déjà dans ce secteur en RDC et comptent investir davantage pour un développement durable. Dans l'actualité de ce lundi également, journée internationale dédiée à l'infirmière à Kinshasa. Cette journée a été marquée par une grande mobilisation des infirmiers qui se sont rencontrés sur la place du Cinquantenaire pour un défilé en couleurs. Une célébration sous le thème « Les infirmiers, une force pour le changement », une ressource vitale pour la mise en œuvre du cadre d'accélération de la réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant. Ils sont venus de tous les coins et recoins de la capitale Kinshasa pour célébrer la journée internationale qui leur est dédiée. Les infirmiers n'ont pas voulu laisser passer cette journée sans une grande mobilisation. Lieu choisi, la place du Cinquantenaire pour un grand défilé. En tout cas, vraiment, nous sommes dans la joie, comme vous venez de le dire. C'est la journée internationale de l'infirmière. Donc, vous voyez, nous sommes dans la fête. Mais comme vous le remarquez dans nos hôpitaux, l'infirmière, c'est une personne qui n'est pas considérée. Or, l'infirmière, c'est une personne qui reste auprès des malades 24 heures sur 24 heures. Mais les conditions de travail ne sont pas réunies. Les infirmiers, une force pour le changement, une ressource vitale pour la mise en œuvre du cadre d'accélération de la réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant. Voilà le thème pour cette année et a tenu à manifester attachement à ce corps médical. Avec plus de 60 000 infirmiers qui travaillent dans le secteur public, les infirmières constituent la plus grande force. Dans le domaine de la santé en RDC, des défis restent encore à relever. Il s'agit entre autres de l'amélioration des conditions de travail des infirmiers, la qualité des soins à administrer aux patients et la qualité des formations à donner aux apprentis. Malgré ce moment de liesse, gouvernement et infirmiers en sont conscients. Et le projet Grand Inga ne cesse de susciter d'intérêt. Il était au centre du forum sur l'économie et l'énergie qui s'est tenu à Abuja au Nigeria. Des assises qui ont réuni pendant 4 jours des chefs de gouvernements africains dans la RDC représentés par le ministre des Ressources hydrauliques Bruno Kapanji. Tous ont décidé de faire de ce projet de grande envergure une priorité pour l'Afrique. Charlotte Ibouaba. C'est sous les thèmes la vision africaine pour l'accès à l'électricité de tous, qui s'est tenue à Abuja, capitale administrative du Nigeria,
Le forum des chefs de gouvernement sur l'énergie